Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle René Cochot. J'anime un balado littéraire depuis 30 ans et on m'a invité à animer cette discussion qui va durer 1 heure sur les inégalités sociales. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'actualité, on est confronté à ces inégalités qui sont très nombreuses. On va donc, pendant 1 heure, aborder les thèmes qui ont été élaborés dans 3 livres de Dalia Namian, La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches, paru chez Luxe Éditeur. On va s'intéresser également à ce livre qui a pour titre La nature de l'injustice, racisme et inégalité environnementale, chez Éco-Société, sous la direction de Sabakane et de Catherine Almich, et également un livre qui s'intéresse aux signes dédiés, entre autres, aux personnes qui sont itinérants, les vagabonds de Suzanne Cloutier, qui a pour titre Errance, et c'était aux éditions du Passage. 3 thématiques qui sont débattues dans ces 3 livres, mais l'inégalité sociale y est abordée. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps le thème principal. Alors, l'écart entre les classes ne cesse de se creuser, alimenté par des enjeux tels que l'inflation et la crise du logement. On vit ça au Québec, entre autres. Ces réalités économiques et sociales, loin d'être silencieuses, résonnent durement dans le quotidien de nombreuses personnes. Et face à l'aggravation de ces inégalités, la question se pose. Peut-on inverser la tendance et en atténuer l'impact? Fenêtre ouverte sur les réalités souvent tues. Cette rencontre est l'occasion, donc, pour Suzanne Cloutier, Sabakane et Dalia Namian de réfléchir ensemble à des pistes de solutions pour un avenir plus inclusif et juste. Je dois avouer que le mandat est quand même costaud, hein? Alors, je vais vous présenter rapidement mes 3 invités. On va commencer par Dalia Namian, qui est professeure agréée à l'École de service social de l'Université d'Ottawa. Elle est coporteuse du champ État social. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie à l'UQAM et professeure agrégée à l'École de service social de l'Université d'Ottawa. À la croisée des inégalités sociales et de santé, ses recherches les plus récentes portent sur l'itinérance, la pauvreté et la politique du logement. Sabakane est avocate et docteur en droit. Elle est membre de la Commission mondiale du droit de l'environnement et directrice de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l'Atlantique. Ses champs d'expertise sont le droit international de l'environnement, le droit commercial international, les droits de la personne, les lois relatives aux produits chimiques et aux déchets, la réglementation de la pollution issue du secteur pharmaceutique, la gouvernance et la coopération dans l'article. Je suis impressionné par ce CV. Et Suzanne Cloutier vit et travaille à Montréal, sa ville natale. Elle est diplômée de l'Université Concordia en peinture et en dessin qui demeurent donc ses outils de prédilection. Dans ses œuvres, où elle explore des thèmes empruntés à l'histoire de l'art et à l'actualité, elle s'attarde particulièrement sur la violence humaine. Ses peintures, dessins et lithographies ont fait partie d'expositions solo et collectives, principalement dans le réseau des Maisons de la culture de Montréal et dans les centres d'artistes du Québec. Attirée par le livre d'artiste, Suzanne Cloutier s'est formée à la reliure d'art et à l'écriture et en 2018 a fait ses débuts dans le domaine en présentant Varanshi Singh for Survival à la Foire Volume 1 de Montréal. Désolé pour mon anglais et sa prononciation. Également décoratrice en chef de cinéma, elle a collaboré à plus de 60 productions québécoises et étrangères, dont L'Âge des Ténèbres, Source Code, Brooklyn ou encore Scream 6. Son livre Errance est le premier ouvrage qu'elle publie. Alors, mesdames, bonjour. Bonjour. Et j'aurais le goût de vous demander dans un premier temps, à Mme Dalia, est-ce que le gouvernement actuellement, parce que vous suivez évidemment de près les actions gouvernementales, quel est votre point de vue par rapport à la gestion du gouvernement sur la crise du logement et l'itinérance qui ne cesse d'augmenter? C'est à moi? Oui. Oui, bonjour.
Donc, ça aussi, c'est une question que j'aborde pas directement dans le livre, mais que j'aborde dans mes recherches. Je pense que mon livre, mon essai, en tout cas, pointe du doigt tout un ensemble de contradictions qui émergent de la croissance des inégalités auxquelles on assiste dans le monde, mais y compris au Canada, et auxquelles on assiste depuis une décennie plus fortement, mais encore plus fortement depuis le début de la pandémie. Et cette accumulation extrême de la richesse et donc cet accaparement de la richesse entre les mains d'une minorité de personnes, bien, on peut l'observer de différentes façons. Puis effectivement, on peut l'observer dans les multiples crises auxquelles on assiste. Donc la crise du logement, c'en est une, et c'en est une centrale qui affecte de plus en plus de personnes. Et là, c'est clair que l'augmentation de l'itinérance au Canada, on a vu des chiffres dernièrement qui parlaient de 10 000 personnes qui sont sans abri au Canada. Et ça, c'est un chiffre qui pointe que qui évoque que la pointe du iceberg. C'est une conséquence directe, effectivement, de cette crise du logement. Donc, les gouvernements actuellement font la sourde oreille et ce qu'on voit, le bilan de ce qui a été fait justement dans les dernières années, entre autres au fédéral, ce qu'on constate, c'est que finalement, on avait mis en place une politique nationale du logement, mais ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est une politique qui a profité davantage aux propriétaires et pas du tout justement aux locataires précaires. Au contraire, on les a affaiblis. Donc, pour moi, oui, les gouvernements sont les principaux responsables, alors que actuellement, on entend beaucoup ce discours qui pointe du doigt certains boucs émissaires comme étant les responsables un peu de la crise du logement, entre autres les immigrants. Donc, et ça, je trouve qu'on devrait justement se départir de ce discours-là et pointer du doigt les vrais responsables, tout à fait. Donc, un manque d'action flagrante de la part de nos politiques, au fédéral, au provincial aussi. Oui. Donc, on en conclut que la façon dont les gouvernements tentent d'enrayer cette problématique, ils s'y prennent mal. Oui, tout à fait. Donc, je pense ce qu'on demande, ce que les groupes qui agissent en logement là, sur le terrain demandent depuis des années, des décennies, et encore plus aujourd'hui, c'est la construction de logements sociaux. Donc, de ne pas tout miser sur le marché privé. Alors, c'est ce qu'on fait finalement depuis des décennies, c'est qu'on mise sur le privé, alors même que c'est ça. Les vraies solutions passent par la construction de logements qui sont sociaux, qui sont collectifs et qui permettent aux personnes les plus précaires de vivre dignement. Hein, donc, ouais. Dans votre livre, vous dites « La société de provocation ». J'aimerais que vous élaboriez là-dessus et c'est inspiré d'un livre de Romain Gary, Chien blanc. Oui, donc effectivement, c'est la société de provocation, c'est un terme que je reprends à Romain Gary, donc le grand romancier français qui a écrit Chien blanc en 68, donc à une époque très mouvementée en termes on était en plein dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il y avait une mobilisation de la société civile sur différents fronts. Et je trouvais que le terme qu'il utilisait et sa définition aussi, que je m'approprie, me permettait justement de faire des parallèles avec notre société actuelle. Donc, la société de provocation, c'est un terme qui nous parle d'un ordre social qui est le nôtre, qui va permettre à une minorité de personnes de s'enrichir, d'accumuler du capital de façon extrême, de s'adonner à des formes de consommation ostentatoire tout à fait obscènes, qui ont des conséquences graves aussi sur l'environnement. Et en même temps, donc, dans cet ordre qui permet justement à une minorité de personnes de s'enrichir sur le dos des plus pauvres, bien, on empêche de plus en plus de monde là, dans notre société de vivre dignement, donc de répondre à leurs besoins essentiels de survie, comme de se loger ou de se nourrir adéquatement. Ouais. Oui, parce que un exemple de provocation, on pourrait citer en exemple ces multimilliardaires qui s'achètent des méga-yachts, qui se promènent dans les océans et qui croisent ces bateaux de ces réfugiés qui tentent
qui tentent de gagner donc une terre où ils auront droit à une meilleure vie. La plupart d'entre eux, ces réfugiés, se retrouvent et se noient, alors que les riches, eux, se promènent allègrement sur les eaux des différents océans à exposer leur large richesse. Maintenant, j'aimerais aborder avec Suzanne Cloutier, parce qu'on a mentionné évidemment que la crise du logement a pour effet qu'il y a des personnes qui deviennent itinérantes, qui sont vagabonds. Et c'est une préoccupation qu'on retrouve dans votre livre. J'aimerais que vous me parliez un peu de l'approche de errance et de ces pictogrammes là, qui sont directement reliés à cette réalité. Oui. En fait, les pictogrammes, c'est des pictogrammes qui étaient utilisés par des gens sans-abri, des vagabonds, des gitans. C'est des pictogrammes qui existent depuis longtemps et qui ont été répertoriés principalement dans des livres, dans deux livres. Un de Dreyfus, qui est un livre sur les signes, c'est un designer industriel qui s'est intéressé à comment fonctionnaient ces signes. Puis un autre, c'est un sémiologue suédois qui a répertorié aussi des signes en Europe. Donc, des signes suédois, anglais et américains qui, en fait, donnaient comme un code de la route aux gens qui devaient se débrouiller sans abri, sans travail, sans nourriture. Donc, c'est un code qui dit où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller, si c'est dangereux, si l'eau est toxique donc, c'est vraiment un code de la route. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié ces signes et j'ai fait des aquarelles en utilisant le code de la route. Des aquarelles rouges pour le danger, des jaunes pour la précaution, puis des vertes quand c'était la sécurité. Donc, j'ai fait des œuvres avec les définitions. Ça fait comme un documentaire sur la vie quotidienne des gens qui se retrouvent sans ressources. Et vous avez demandé à des artistes d'écrire des textes à partir ou s'inspirant de ces pictogrammes. Oui. Avez-vous été surprise de la qualité des textes et du fait qu'ils sont tous différents l'un de l'autre? Ah, ça, je m'attendais à ce qu'ils soient différents quand même parce que les auteurs étaient assez différents. Oui. J'ai eu des surprises comme Marie-André Gill qui a utilisé des émojis. Ça, je m'y attendais pas, là. C'était une belle surprise. Oui, non, j'avais pas d'attente particulière parce que j'ai contacté des gens, aussi bien des poètes que des auteurs plus politiques. Donc, j'avais pas une attente particulière. Je savais que j'aurais des poèmes, des courtes histoires assez différentes. Et quand vous vous êtes penché sur ces symboles, est-ce que vous en connaissiez l'existence? Ça nécessitait une recherche profonde. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent là, de la lecture de votre livre? En fait, les symboles, je les ai d'abord vus dans un livre de Dreyfus. Je les ai vus aussi dans des tableaux de Jean-Michel Basquiat. J'avais comme une connaissance... en fait, je reconnaissais ces signes-là, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc, j'ai fait une recherche, oui. Puis de les mettre ensemble, je trouvais que ça faisait comme un peu l'histoire ancienne qui se répète toujours, des gens qui sont laissés pour compte et mais qui ont une solidarité aussi entre eux et qui doivent se tenir ensemble, finalement, pour survivre. Maintenant, Saba Khan, vous êtes avocate et directrice générale de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l'Atlantique. Et ce qui m'a frappé de votre livre, c'est que vous parlez d'injustice environnementale et les principales victimes de cette injustice sont les communautés qui sont plus pauvres. Donc, j'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus pour bien expliquer la thématique qu'on retrouve dans votre livre. Alors, au cours de la pandémie, on parlait souvent des inéquités au niveau du logement, au niveau des conditions de travail et tout. Alors, on s'est penché sur la question de la défavorisation au niveau de l'environnement. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'est une collection d'expériences historiques et actuelles aussi de partout dans le monde. Et je dirais que le fil conducteur, c'est vraiment on démontre que il y a une nature systémique aux injustices environnementales vécues par les populations les plus démunies. Alors, pour vous donner des exemples, il y a un chapitre sur la situation des Inuits au Nunavik. Ils sont exposés, ces communautés-là, à
une pollution beaucoup plus élevée que la population générale. Nous avons aussi le rapporteur de l'ONU qui a documenté les cas de racisme environnemental envers les communautés autochtones partout au Canada. Sauf au niveau du gouvernement, on n'a pas un système disons, formel pour collectionner toutes ces données-là. Donc, ce qu'on essaie de faire avec ce livre, c'est vraiment, je dirais que l'appel criant, c'est de revoir l'état de droit. On a tendance de croire que notre état de droit, nul n'est au-dessus de la loi, mais en réalité, les entreprises sont tout le temps exemptées de respecter les limites sur la pollution. On peut prendre par exemple, Rouyn-Noranda au Québec, Limoilou au port du Québec, l'Est de Montréal, en fait. Fait que l'industrie s'est vraiment dédouanée de sa responsabilité pour la pollution. Donc, nous, ce que nous voyons, tous les auteurs ici, je dirais qu'on fait appel au gouvernement de revoir l'état du droit et de s'inspirer des philosophies autochtones, des ordres juridiques autochtones que nous avons vraiment supprimés au cours du colonialisme pour revoir comment on peut reformuler notre relation avec la nature pour que l'humain n'ait pas... la nature n'est plus un objet à acheter, à posséder, mais vraiment une entité vivante avec qui on est en relation. Oui, vous citez l'exemple aussi de communautés noires qui se retrouvent aux côtés de sites d'enfouissement. Il y a quasiment une décision politique là, qui a été prise. Oui, absolument. Et il y a la sociologue Ingrid Waldron qui a contribué à un chapitre sur les communautés noires au Canada. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus documenté. Il y a eu une étude en 87 qui démontrait qu'en fait, c'était la race et non pas le revenu qui était la facteur, déterminante en ce qui concerne l'implémentation des installations de déchets, dépotoirs et tout ça. Et donc, systématiquement, aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus de recherches. En ce moment, au niveau fédéral, au Canada, il y a un projet de loi qui est en considération puis qui obligerait le gouvernement fédéral à adopter une stratégie contre le racisme environnemental et pour promouvoir la justice environnementale. Alors, pour en fait, finalement, ramasser ces données-là, voir qu'est-ce qui est le lien vraiment au Canada entre la race, le revenu, les effets néfastes de l'environnement, des industries aussi. Et quelles mesures doivent être mises de l'avant pour que ces inégalités soient corrigées? Parce que, bon, il y a le droit à l'environnement, le droit à la protection contre la pollution atmosphérique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est là pour élaborer, entre autres, des pistes de solutions. Bien, je pense que d'abord, il y a la question de la vulnérabilité. Quand on établit des normes, par exemple, sur la qualité de l'air, est-ce que nous prenons en compte les populations vulnérables ou est-ce que nous mettons vraiment, disons, la priorité sur nos besoins économiques? Ce nous essayons de dire dans ce livre-là, c'est que l'État va toujours prioriser les intérêts militaires et commerciaux et non pas les intérêts de l'humain, de la santé humaine. Et donc, disons, au niveau juridique, il y a de l'innovation qu'on voit dans l'affirmation de la personnalité juridique de la nature. On a vu ça avec la rivière Magpie. Il y a l'Association des Premières Nations de Québec et Labrador qui ont aussi adopté une résolution protégeant ou reconnaissant la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent. Alors, je pense que c'est en valorisant les entités écosystémiques, autant que nous valorisons les corporations, c'est seulement ça. Il faut vraiment mieux protéger l'environnement, la santé et faire en sorte que la vulnérabilité est ancrée dans les risques, les analyses de risques. La façon que nous définissons le risque est aussi très problématique quand ça vient, quand on décide de commercialiser certaines substances. On ne prend pas en compte que, en fait, ces substances-là vont migrer au nord, dans l'Arctique, et vont impacter de plus en plus les populations inuites que les populations dans le sud. Donc, je pense que à plusieurs niveaux, au niveau des municipalités aussi, la Ville de Montréal vient de lancer un projet, une approche qui s'appelle les quartiers inclusifs résilients.
pour que l'indice sur la qualité de vie ou les milieux de vie est vraiment pris en compte quand on décide de développer un quartier. Donc, c'est une approche... avant, ça venait de l'eau, mais maintenant, ils vont travailler avec les arrondissements, puis ils vont vraiment essayer de voir quels sont les quartiers qui sont défavorisés au niveau des îlots de la chaleur, au niveau des inondations, des risques climatiques et tout ça, pour vraiment travailler avec les communautés et créer des milieux de vie beaucoup plus sains et beaucoup plus équitables. Je voyais dans la presse ce matin que la future usine de batterie qui va être érigée près de Montréal, il y a 6 mois, on avait refusé un permis de construction parce que c'était une zone à protéger, un milieu humide. Et là, Québec a décidé finalement va accorder une permission à Northfork. Est-ce que ça vous choque, ça, ou est-ce que les mesures dont vous venez de parler pourraient s'appliquer? Ça me choque pas parce que même si au Québec, nous avons un droit à un environnement sain dans notre charte, dans la loi sur la qualité de l'environnement, il nous manque un véritable accès à ce droit-là. Et disons qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans nos procédures, disons, pour que ce droit devienne effectivement réalisable. Le BAP, Bureau d'audience publique en environnement, les citoyens n'ont pas accès au BAP donc il y a une convention qui s'appelle la Convention d'Aarhus et c'est une convention internationale. Disons que nos normes ici au Québec sont pas alignées avec cette convention-là qui parle de la justice environnementale au niveau des procédures, l'accès à la justice. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, là. C'est un gros travail, mais je pense qu'ici, on a la force de la mobilisation citoyenne et l'historique de Québec démontre que nous avons vraiment réussi à éliminer, à interdire des projets d'exploration pétrolière, le gaz de schiste et tout ça. Donc, moi, je crois vraiment dans la mobilisation citoyenne. Je pense que c'est notre seul outil en ce moment. Il faut être activé, il faut être une agente politique et je pense que la vie planétaire est en risque. On est dans la décennie critique. Donc, le plus qu'on peut faire pour mobiliser les gens autour de nous, pour s'impliquer au niveau de nos communautés, écrire à nos députés, tout ça, je pense que c'est essentiel en ce moment. Madame Lamian, les PDG des géants de l'alimentation ont été convoqués à Ottawa. On a fait beaucoup d'esbriefs autour de ça, là, dans le sens où on va les forcer à réglementer un peu les prix de l'alimentation. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que les géants de l'alimentation ont profité de l'inflation et de la crise actuelle pour s'enrichir. Donc, quelles sont les solutions, à votre avis, qui pourraient être mises de l'avant pour effectivement avoir un meilleur contrôle? On parle souvent d'une plus grande concurrence dans l'alimentation, mais j'imagine que ce n'est pas la seule option, là. Bien, je pense que effectivement déjà, faut le répéter, il faut le dire à quel point l'industrie alimentaire, les immenses profits qui sont générés par l'industrie alimentaire, elle est accaparée par une minorité de personnes, entre autres parce que il y a au Québec, mais comme ailleurs, mais au Québec particulièrement, donc il y a des grands monopoles alimentaires. Donc l'industrie, elle est accaparée dans les mains de quelques 3 ou 4 entreprises qu'on connaît. Et lorsqu'on voit l'écart, effectivement, de revenus entre ces PDG, ne serait-ce que de métro, de l'Oblast et puis de l'employé moyen, c'est complètement fou. Donc, par exemple, le PDG de métro, justement, à partir de 2020, il a vu sa fortune croître de 5 millions. Et ça, c'est sans compter les bonus, alors que ces employés, peinent avec leur salaire à se payer leur facture d'épicerie, comme la moyenne des gens aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut contester effectivement ces monopoles être capable, au-delà de l'industrie alimentaire, aussi de réduire ces écarts salariaux qui sont devenus complètement démesurés entre les grands patrons et les employés. Donc, d'avoir une meilleure redistribution des richesses. Faut qu'il y ait une justice fiscale quelque part, là. Et ça, c'est des mesures qui sont assez simples à mettre en place.
Très simple, en fait, mais il faut une volonté politique et donc c'est important de continuer justement à pointer du doigt, donc, quand on parle, par exemple, d'insécurité alimentaire, parce que les chiffres sont effrayants au Québec comme ailleurs dans le monde, on parlait je crois que juste pour 2022, 870 000 demandes de personnes qui sont allées dans les banques alimentaires. Donc, c'est des chiffres tout à fait épeurants, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'insécurité alimentaire, quand on parle de pauvreté, il faut être capable justement de lier cet état de fait à l'accroissement des inégalités. Donc, c'est ça. Je pense que rétablir une forme de justice fiscale, c'est pas la solution, mais on peut déjà commencer par ça et ça ferait une grande différence. Donc, si on pouvait imposer une taxe sur la fortune de ces grands PDG, on serait capable de répondre à pas mal de besoins. Donc. Oui, parce que je lisais dans votre livre qu'il suffit de peu de mesures qui feraient en sorte que la richesse serait beaucoup mieux partagée. On pense qu'il faut agir directement et tout, mais il y a quelques gestes qui peuvent être posés par les États qui régleraient une partie du problème, pas l'ensemble du problème, mais aucun de ces États, pour l'instant, n'agit. Comment vous expliquez cet immobilisme? Je pense que il me semble que c'est de plus en plus clair que nos élus, donc les élites politiques, gouvernent la société de plus en plus pour cette élite économique. Donc, tout ce les chiffres nous indiquent que tout ce qui a été mis en place, finalement, ont profité à une minorité de personnes. Donc, je pense que s'il y a une forme d'immobilisme qu'on observe, c'est entre autres parce que nos élus, nos gouvernements ne veulent pas se mettre à dos cette élite économique et aussi parce qu'elles en font partie, je pense que... Je prends l'exemple du Brésil où il y a un président qui vient d'être élu qui a promis avec des images très, très fortes là, de scie à chaîne, là, de brasser la cage économique au Brésil. Est-ce que c'est un signe que les populations sont de plus en plus exaspérées et que les États vont devoir agir? Je pense aux Gilets jaunes en France qui, pendant qu'ils manifestaient, on a remis à M. Bezos une récompense. Pas une récompense, mais une... Je cherche, mais ça sera pas là. À Elon Musk, ça a évalué, donc... La richesse démesurée d'Elon Musk est évaluée à plus de 200 milliards de dollars. Un employé moyen devrait travailler 1,3 million d'années. Alors, et on reçoit avec des grands honneurs M. Bezos par le président Macron. Alors, est-ce que vous comprenez cette déconnexion entre l'État, mettons, et les dirigeants politiques et ce que les citoyens, le peuple demande et réclame? Oui, bien effectivement, là, ils sont tout à fait déconnectés. Puis, on n'est pas obligé non plus de regarder du côté de ces ultra-riches comme Jeff Bezos. On a des exemples ici même, au Québec. Donc, aujourd'hui, il y a 570 000 manifestants dans la rue qui se battent pour améliorer leurs conditions de travail, pour un meilleur avenir pour leurs enfants. Et donc, nos gouvernements font la sourde oreille à ces demandes, à ces contestations. Mais on sent tout de même, justement, que c'est en train de bouger, que les gens sont en colère, qui se mobilisent. Donc, pour moi, il y a de l'espoir là. Je trouve que j'ai de l'espoir. Je trouve ça extrêmement courageux de voir qu'il y a des militants écologiques qui sortent dans la rue, qui font des actions. Je trouve ça courageux qu'il y ait autant de monde dans la rue aujourd'hui. Donc, je pense que il y a une réaction et qu'on entend de plus en plus et j'ai l'impression aussi qu'ils commencent peut-être à avoir peur. Alors, ouais. Bien, une autre preuve de déconnexion, c'est ce 5 à 7 millions de dollars
accordé aux Kings de Los Angeles pour venir jouer 2 matchs hors concours à l'amphithéâtre Cogeco. Ça, c'est... Quand on parle de provocation, c'en est une. C'est une provocation, tout à fait, exactement. C'est très insultant et je pense que c'est très, très mal reçu, puis avec raison. Donc, on est dans une forme extrêmement indécente, là. Donc, on peut sortir un chèque comme ça de 5 ou 7 millions pour faire venir une équipe de hockey en plein milieu d'un front commun. Donc, c'est tout à fait absurde et je pense qu'on commence de plus en plus à pointer du doigt ces provocations et d'y réagir, oui. Bon, j'aimerais, avec Sabakan, aborder les feux de forêt qui ont fait rage au Québec, au Canada aussi, notamment en Colombie-Britannique, qui sont directement reliés au réchauffement climatique. Les éléments sont là pour le prouver. Mais en même temps, on voit peu d'actions de la part des États pour mettre de l'avant des actions qui permettront minimalement de contrôler le réchauffement climatique ou moins le réduire. Encore là, il y a beaucoup de travail à faire, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que les élus vont décider d'agir? Il y a souvent des conventions internationales où on cible on piste des cibles qui souvent ne sont pas respectées, là. Mais en fait, au Canada, c'est clair qu'on est un État pétrolier et puis on est parmi les plus grands pollueurs dans le monde. Et je pense que on met beaucoup d'espoir dans l'accord de Paris, dans l'ONU et tout ça, mais dans le fond, il faut aussi comprendre que en fait, les États dans ces contextes-là, ils vont tout le temps protéger les intérêts commerciaux et militaires. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. La science climatique fait un appel pour une révolution, un changement de nos systèmes, un changement transformationnel, disons. Mais est-ce que c'est vraiment l'ONU puis le gouvernement qui va nous donner ce changement? Je crois que non. Je pense que ça vient tout le temps de la société civile. Et donc, je pense que dans ces dernières années, on voit aussi beaucoup de litiges climatiques. Disons qu'il y a maintenant à peu près plus qu'une mille. Dans les derniers 3 ans, il y a eu 3 fois plus de litiges qu'avant. Et donc, d'une manière ou l'autre, je pense que quelqu'un va payer soit le système de santé, soit la population, les assureurs. Donc, je pense que les entreprises sont conscientes de ça. Et maintenant, la vraie lutte, c'est contre l'éco-blanchiment. Je ne sais pas quoi dire en ce qui concerne la COP28. Je pense que c'est tragique, une comédie tragique. Il y a quelqu'un d'une firme pétrolière qui dirige, qui est le président de la COP. En même temps, je pense que il faut continuer à faire des recherches, offrir des solutions. Les énergies renouvelables sont décentralisées, sont beaucoup moins chères. Donc, c'est une question de continuer à produire la science, à exposer, à documenter et à amener ça à la justice. Mais ça va prendre du temps, c'est sûr. Je trouve que ils sont très courageux, les États insulaires, les petits États qui demandent maintenant pour une opinion de la Cour de justice internationale sur les obligations des États qui changent à cause des changements climatiques. C'est ça qui est très intéressant parce que les frontières, il y a des États qui sont inondés maintenant, puis il va y avoir moins de territoire, moins de ressources, plus de pression avec les migrations. Avec les feux de forêt, on voit qu'on peut être migrant climatique dans notre propre pays. Et donc, tranquillement, je pense que comme les principes juridiques, les obligations des États vont changer, c'est juste comme ça qu'ils vont vraiment se réveiller. Vous dites également dans votre livre qu'il faudrait prendre exemple sur les communautés autochtones pour protéger l'environnement. Je trouve que c'est un aspect intéressant que j'aimerais que vous élaboriez, là. Donc, pour vous donner juste un exemple, il y a un principe des 7 générations selon lequel chaque décision est prise avec un regard sur les 7 générations du passé et les 7 générations futures. Dans notre système juridique, notre droit occidental, c'est depuis le 16e siècle qu'on a complètement dominé la nature. C'est très, très court, disons, étroite nos objectifs quand ça vient à la gouvernance. Même la gouvernance en environnement, on pense que nos règles en environnement existent pour protéger la santé, mais en fait, c'est vraiment pour maximiser la pollution autant que possible. Même la gouvernance en environnement, ça
ça a une origine coloniale. Et puis, c'est vraiment la doctrine de la découverte du 14e, 15e siècle qui a permis l'exploitation illégale des territoires autochtones. Et c'est vraiment le travail des esclaves et même l'esclavage moderne aujourd'hui qui permet cette domination de nature. Donc, nous, ce qu'on voit dans le droit occidental, c'est qu'il y a une valorisation de certains êtres par rapport à d'autres, puis certains savoirs par rapport à d'autres. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des communautés autochtones ici, comme à Ganawagé, aussi avec des communautés inuites. Et ce que j'ai appris, c'est vraiment qu'il n'y a aucune... on est toujours en relation avec la nature. La nature est un être vivant. Et donc, je pense que finalement, ce qu'il faut faire, c'est de gouverner non pas selon les frontières politiques créées par les États coloniaux, mais par rapport aux écosystèmes qui font vivre le monde, les poumons du monde comme l'Amazonie. Est-ce que c'est vraiment juste le Brésil qui devrait décider quoi faire avec l'Amazonie? Ce sont des questions complexes aussi, parce que là, on arrive à, OK, c'est qui décide? Mais ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'innovations au niveau des villes, des municipalités. Et donc, si on peut vraiment prendre ces stratégies-là, comme les quartiers inclusifs résilients, puis les mettre à grande échelle, c'est ça notre seul espoir. Madame Cloutier, j'aimerais qu'on revienne sur vos pictogrammes. Il y a 3 codes de couleurs qu'on retrouve dans votre livre, donc le jaune, le vert, le rouge, qui sont évidemment symboliques de ce qu'on a comme feu de circulation, en quelque sorte. Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu sur chacune des couleurs et qu'est-ce qu'elles signifient pour les vagabonds là, qui croisent ces symboles. Oui, donc les couleurs, en fait, elles permettent de voir vers où on va, d'avertir des dangers, d'avertir des possibilités d'emploi et elles permettent de circuler mieux et de profiter de l'expérience des gens qui sont passés avant nous, en fait. C'est ce à quoi ça sert. Mais en fait, les pictogrammes dans la nature, il n'y avait pas de couleurs. C'est moi qui ai ajouté des couleurs. Moi, c'était une façon de pouvoir décortiquer la signification des signes, parce que souvent, c'est des signes qui se ressemblaient, mais de voir que la barre était plus à gauche ou à droite, le sens changeait. Donc, j'ai ajouté les couleurs pour qu'on s'y retrouve, parce que pour nous, c'est une langue secrète, là. C'est pas évident comme ça. Ouais. Parce que les pictogrammes se veulent internationaux, c'est-à-dire qu'on voit un pictogramme, qu'on soit anglais, français, ukrainien, on comprend. Moi, j'ai regardé les pictogrammes en question et j'avoue que je ne les comprenais pas, mais les sans-abri, les vagabonds, eux les comprennent. Ben eux... Là, c'est dans le temps aussi. Là. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, si on va sur la rue Saint-Laurent, ils vont reconnaître les pictogrammes. Oui. Mais on parle d'un langage qui était comme dans l'entre-deux-guerres. Mais oui, c'est un langage qui s'est retrouvé... on a trouvé sur les murs à Prague, on a trouvé en Angleterre, on a trouvé en Amérique. Donc, c'est un savoir qui s'est passé de génération en génération et d'un peuple à l'autre. Parce que il n'y a pas de langue, c'est juste un signe. Et est-ce que la réalité des sans-abri à Montréal ou dans le monde, vous y êtes sensible depuis longtemps? Vous avez décidé d'écrire ce livre-là parce que vous étiez justement sensible à cette réalité? Ou si c'est la multiplication des cas là, de personnes qui se retrouvent sans abri ou qui se retrouvent sous le seuil de la pauvreté qui vous a allumé ou éclairé là-dessus? C'est difficile d'être insensible à cette réalité-là, surtout quand on marche un peu dans la ville. Là. Moi, je suis montréalaise depuis ma naissance, puis j'ai vu quand même... quand j'étais jeune, il n'y avait pas des sans-abri comme ça. On a vu que la désinstitutionnalisation... puis avec aussi des problèmes de drogue, il y a des quartiers qui sont très difficiles, même de circuler. Puis il n'y a pas de solution sociale. Il y a pas la crise du logement aussi a
a empiré les choses. Donc, il y a des quartiers, quand on va autour de l'UQAM, certains soirs, c'est assez difficile. Là. On peut pas être insensible à ça. Mais aussi, moi, j'ai un oncle qui avait un problème de santé mentale et qui vivait dans la rue. Donc, c'est sûr que c'était un peu un mystère. C'était une autre réalité. Là. C'était pas un problème de logement ou un problème de drogue, mais je comprenais pas trop comment on pouvait vivre comme ça, sans toit. Puis je sais que mon père, ma tante essayaient de l'aider, de trouver un logement, mais lui, il avait une autre façon de voir les choses, disons. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les livres de chez Lux et Éco-Société, ce sont des livres qui nous rentrent dedans. Alors que vous avez une approche un peu plus artistique pour dénoncer ou rendre compte d'une situation. C'est deux approches différentes. Pourquoi vous avez choisi cette formule de un beau livre avec des belles illustrations, des textes réfléchis avec des artistes assumés? Ben, c'est sûr que moi, je suis pas sociologue, je suis pas avocate, je suis une artiste, donc j'ai pas du tout le même, j'ai pas la même formation non plus là. Mais moi, c'est aussi, c'est les signes qui m'ont attirée au départ, donc c'est par l'image plus que par une analyse politique. C'est sûr qu'il y a une analyse, il y a une pensée, mais c'est plus par les signes et aussi par le design, de regarder. Disons que ça m'a amené à regarder autour de moi, à faire de la recherche, à voir que nos villes aussi sont organisées d'une certaine façon, qu'on commence à mettre à diviser des bancs pour pas que les sans-abri puissent se coucher, à organiser la ville pour qu'on circule, pour pas qu'on se rencontre, pour pas qu'on fasse des manifestations ou que les jeunes fassent du rollerblade. Donc, c'est plus par l'approche du design, de l'architecture et des arts que je suis arrivée à cette réflexion-là. Puis où j'avais aussi envie d'élargir en contactant des artistes, voir qu'est-ce qu'eux pouvaient amener cette réflexion-là. Donc, c'est une approche différente. Oui, mais tout aussi efficace. Madame Lamia, le milieu communautaire et social est à bout de ressources pour souhaiter infléchir l'écart qui ne cesse de grandir entre les riches et les pauvres. Vous parlez même d'un mur auquel sont confrontés les organismes sociaux et communautaires. Et on n'a qu'à prendre l'exemple des organismes ici au Québec qui sont sous-financés. Donc, il y a une limite que les organismes ne peuvent dépasser, si j'ai bien compris, là. Oui, effectivement. Puis ça, c'est pas nouveau. Ce qu'on voit actuellement, c'est que les organismes communautaires, ils font un travail d'arrache-pied depuis longtemps avec très peu de ressources. Et la situation s'est aggravée très certainement. Donc, ça craque de partout. Les demandes augmentent. Donc, il y a un sous-financement chronique des organismes communautaires, mais qu'on pointe du doigt depuis longtemps. Sauf que là, effectivement, la crise sociale, elle devient visible. Elle touche de plus en plus de personnes. Et non seulement ça, c'est aussi notre réseau public de santé, de services sociaux aussi, qui subit une forme d'effondrement aussi, qui est sous-financé. Donc, on sont contraints de reléguer maintenant ce qui pourrait normalement, ils devraient répondre aux besoins en première ligne. On les relègue aux organismes communautaires qui n'ont pas plus de moyens. Donc, effectivement, je pense que c'est des luttes et des revendications qu'on a trop peu écoutées. Voilà. Bon, est-ce que dans les pistes de solutions qu'on étudie, un meilleur financement, mais surtout une garantie de financement sur des plus longues échéances, parce que les organismes communautaires doivent renouveler de demandes de financement année après année. C'est essoufflant. Il y a beaucoup d'énergie qui est perdue là-dedans. Jusqu'à quel point un meilleur financement et un financement garanti sur une longue échéance permettra là, de réduire cet écart entre riches et pauvres? Et est-ce que c'est la solution ou une solution, là? Bien, c'est vrai que les organismes communautaires, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont de plus en plus contraints à faire des demandes de financement continuel par projet.
donc sont incapables de répondre aux besoins qui persistent dans le temps. Donc, forcément, effectivement, s'ils pourraient avoir une enveloppe qui leur permet d'agir à long terme, puisque c'est des problèmes structurels qui demandent des réponses structurelles, on ne peut pas continuer et en plus, c'est qu'ils rentrent en compétition, entre guillemets, entre eux. Hein, donc, ils sont forcés alors qu'ils sont là, finalement, ils devraient être là pour agir sur une cause commune. Donc, effectivement, un financement à long terme garanti, ça fait partie des mesures qui devraient être mises en place. Oui, parce que c'est un cercle vicieux en même temps, parce que les organismes communautaires pourraient attirer des spécialistes dans certains secteurs, mais ne sont pas en mesure de les payer suffisamment. Et ces gens-là vont vers le privé, alors que les pauvres, les personnes démunies, ne vont pas voir ces spécialistes du privé. Ils ont besoin des organismes communautaires. Oui, effectivement. Le salaire, moi, j'enseigne à des futures travailleuses sociales, donc c'est très difficile de les convaincre d'aller dans le communautaire en raison du salaire. On dit toujours que les travailleurs sociaux sont là parce qu'ils ont cette vocation, mais ce discours-là sur la vocation, je veux dire, est pas viable. Donc, celles qui se lancent dans le communautaire, c'est effectivement parce qu'elles sont passionnées, elles ont une certaine vocation, mais elles sont brûlées après quelques années. Et elles ont du mal elles-mêmes à vivre dignement. Donc, tout à fait. Le salaire, oui, c'est une forme de reconnaissance importante. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous estimez qu'augmenter l'impôt seulement de quelques pourcents pour les plus riches permettrait de sortir des milliards de personnes de la pauvreté? Alors, pourquoi ne le fait-on pas? Pardon? Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, écoutez, oui, c'est une très bonne question. Comme je disais, c'est des mesures assez simples à mettre en place. Et les chiffres l'indiquent. Les riches payent moins d'impôts. Et c'est le cas au Québec, et c'est le cas au Canada, et c'est le cas ailleurs. Plus on monte dans l'échelle de revenus, moins on paie d'impôts. Donc, c'est une situation tout à fait absurde. Et effectivement, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, rétablir une forme de justice fiscale, c'est une mesure simple qu'il faut mettre en place. C'est très difficile de convaincre les gouvernements de le faire, mais je pense qu'il faut continuer à marteler cet argument-là, tout à fait. Continuons à marteler. Saba Khan, vous dites que il ne peut y avoir de transition écologique sans vraiment s'attaquer aux inéquités socio-économiques. Oui, je pense que pour nous, c'est clair. Il y a des... en parlant de la redistribution de la richesse, par exemple, je pense qu'il y a des exemples innovants à souligner. En Californie, Québec et Californie, on a un marché de carbone en commun. Puis en Californie, une portion des revenus provenant de ce marché vont aux communautés qui sont impactées par des injustices environnementales. Mais ici, on n'a pas ce même système. Ça pourrait être une façon de débloquer l'argent pour que ça aille aux communautés qui l'ont besoin. En fin de compte, avec les ressources qui sont en déclin, l'espace aussi, le territoire, l'inflation, il va falloir introduire quelque chose comme un revenu de base universel, parce que c'est carrément rendu impossible pour des gens pour même combler leurs besoins de jour à jour. Il y a beaucoup d'exemples qui démontrent dans ce livre-là qu'il y a une intersection entre la défavorisation environnementale et la marginalisation socio-économique. Qu'on parle de la Polynésie française ou les Inuits, les autres communautés autochtones au Canada, mais on a vraiment besoin de documenter cette réalité qui n'est pas évidente à la population générale. Et vous avancez également qu'il faut mettre fin aux immenses barrages tels que développés au Québec. Pourtant, le discours qu'on a actuel se veut plutôt d'en construire de nouveaux pour pouvoir répondre aux besoins grandissants en énergie et en électricité. Alors, ce discours, on le retrouve entre autres dans la pièce Jamidro
Et puis, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que cette vision d'harnacher les rivières au profit de barrages soit mise de côté, ou si il semble que la décision soit déjà prise? Parce qu'on est allé chercher l'ancien PDG de la société de développement de la... Monsieur, j'ai oublié son nom. Celui qui vient d'être nommé. Oui. Michael Sabia. Oui, c'est ça, monsieur Sabia. Donc, quand ça vient au barrage, et vous allez voir, il y a un barrage ici sur notre couverture, il y a une double historique au Québec. Il y a l'expérience des Premières Nations qui ont vécu leur territoire détruit par les barrages, puis il y a le développement national qui est aussi associé avec le passé. Au Québec, on parle tout le temps du besoin des barrages, mais on ne parle pas sur l'efficacité énergétique. On consomme beaucoup plus qu'on a besoin de consommer. Et je pense que d'abord, il faut prioriser l'efficacité. Et non seulement ça, mais ce qui est plus important, c'est que au Québec, si on lit le plan pour une économie verte, vous allez voir qu'on parle de l'électrification, on parle des savoirs autochtones, des pratiques autochtones, mais on ne parle pas des droits autochtones. Donc, je pense que c'est une lacune dans notre système juridique. Les normes québécoises ne sont pas, ou notre système juridique n'est pas à la hauteur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, je pense qu'il faut vraiment commencer à comprendre que ces barrages-là, l'électrification, on est sur la plupart de notre territoire, ce sont des territoires non cédés autochtones, et qu'il faut prioriser aussi la perspective autochtone dans le développement futur. Il faut une réconciliation économique avec les communautés autochtones, autant qu'une réconciliation culturelle, sociale aussi. J'aimerais qu'on aborde l'aspect du droit international à un environnement sain. Est-ce que les droits de la personne ou les droits à avoir un environnement sain passent par une juridiction internationale avant ou par une juridiction plus locale, provinciale, fédérale et internationale? Je pense que tout le monde a vraiment accès à leur conseil municipal, à leurs élus locaux. Quand ça vient au droit international, le droit à un environnement sain est maintenant reconnu comme un droit universel, mais le droit international fonctionne grandement comme un système d'honneur. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas une cour où on peut aller revendiquer nos droits quand ils sont empiétés. Et même s'il y a à peu près une centaine de pays qui prévoient le droit à un environnement sain dans leur constitution, c'est pas le cas au Canada. C'est ancré dans notre législation environnementale, c'est aussi au Québec dans notre législation et dans notre charte, mais ce n'est pas un droit absolu. Le gouvernement peut empiéter sur ce droit-là. Donc, je pense que nous, à la Fondation, on a fait des recommandations pour comment vraiment ancrer la justice dans notre système juridique. Et c'est une des recommandations qu'on fait, c'est que il faut que le droit à un environnement sain soit reconnu comme nos droits civiques, le droit à la liberté, le droit à la vie, et non pas comme un droit socio-économique qui peut être violé. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais que, à tour de rôle, vous me disiez, sur une note de 1 à 10, votre niveau d'optimisme par rapport à ces changements possibles. On va commencer avec Mme Cloutier. 1 à 10? De 1 à 10. Votre espoir de voir la situation s'améliorer pour les personnes itinérantes ou pour les personnes démunies? Je vais mettre 5. Je vais pas prendre de chance. Mais je pense qu'il faut que les citoyens réclament des logements, réclament des droits, fassent valoir leurs droits, réclament des services. Et j'ai bon espoir qu'on va le faire. Mais je sais que ça ne sera pas facile quand même. Alors, c'est pour ça mon 5. On n'a pas encore la note de passage, mais on s'y approche. Oui, voilà. Mme Khan? Je vois qu'il y a des enfants dans la salle, alors je vais donner ça un 7 ou un 8. Je pense qu'il faut garder ça. Je mets mon chapeau de maman pour répondre à sa question. Et je vous laisse le mot de la fin. Oui, bien, peut-être quand moi j'ai commencé mon livre, j'étais à 0 ou -1. Là, j'ai peut-être un petit peu plus d'espoir à voir ce qui se passe au sein de la société. Ça commence à bouger, à contester de plus fort. Donc, j'ai un peu d'espoir, quand même, un petit peu plus d'espoir. Pas à cause de mon livre, mais voilà.
Donc, alors, j'aimerais que vous me disiez dans quel kiosque vous vous trouvez, quels sont vos horaires respectifs, si les gens veulent aller vous rencontrer, discuter de vos livres. Donc, Mme Cloutier? Le kiosque 2337. 2337. Oui. Vous êtes là aujourd'hui? J'ai une séance de signature de 6 à 7 et je vais être là quelques minutes, encore une vingtaine de minutes après cette rencontre. D'accord. Pour moi, c'est le kiosque Éco-Société 18-17. Je serai là pour la prochaine heure et samedi de 14h jusqu'à 15h. Et moi, c'est chez Luxe au 24-25, de 14h à 15h aujourd'hui. Puis samedi, j'ai oublié l'horaire. Je crois que c'est à 15h. Voilà. Bien, merci, mesdames. Ça a été un plaisir de jaser avec vous. Monsieur Sébia était PDG de la Caisse de dépôt et placement. C'est le terme qui m'échappait. Alors, merci beaucoup et surtout, bravo pour cet exercice d'écriture, cette socialisation, cette mise en évidence de certains faits que des fois, on oublie. C'est dans notre quotidien, dans l'actualité, mais on ne porte pas attention suffisamment. Et vous avez donc, par vos livres respectifs, vous nous éveillez à certaines réalités en espérant évidemment que cet éveil va porter fruit selon votre niveau de confiance. Merci beaucoup. Merci.